Bonjour, ravi de vous recevoir, Gilles Finkelstein, aujourd'hui sur Elmania TV. Comment allez-vous? Bonjour, très bien. Bon, vous sortez un livre important qui doit être lu et vu et entendu, et c'est pour ça que j'avais envie de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès et nous y sommes, regardez, il est là, Monsieur Jean Jaurès. Vous connaissez très très bien cette fondation, ça fait longtemps que vous en occupez, une vingtaine d'années même, mais vous êtes aussi chroniqueur dans le Grand Face à Face sur France Inter, et le mardi on peut vous retrouver aussi auprès de Yann Barthès sur Quotidien. Aujourd'hui on va parler de cette démocratie qui est gazeuse. Gaz, on pourrait croire qu'il y a des bulles, enfin en tout cas vous filez la métaphore scientifique pour nous faire comprendre un petit peu ce que nous vivons aujourd'hui. Après l'état solide et l'état liquide, nous sommes au gazeux. On va revenir à ces deux premiers états un petit peu plus tard, mais je voulais connaître les trois caractéristiques importantes de ce fameux état gazeux. On entend, moi j'ai lu quelque chose autour des 3 I, informe, instable et inflammable, mais il y a d'autres caractéristiques. Je voulais mieux comprendre avec vous quelles étaient. Vous dites, je file la métaphore, et donc la matière à l'état gazeux, elle a des propriétés. Et c'est un peu en s'inspirant de ces propriétés, en tout cas de la propriété de certains gaz, que je caractérise l'état actuel de notre démocratie, celle dans laquelle nous sommes entrés depuis 2017, autour de ces 3 I. Le premier, c'est informe. L'état gazeux est informe, la démocratie à l'état gazeux est informe. Ça veut dire qu'il n'y a pas un clivage qui permet de comprendre les positions politiques, qui sert de repère aux citoyens. Il y a une multitude de clivages. Ça veut dire aussi qu'il y a une dissociation entre le local et le national. Donc ça, c'est informe. Instable, ça veut dire que les électeurs deviennent de plus en plus mobiles. Ils changent d'avis, ils changent de vote d'une élection à une autre, et parfois même ils changent d'avis pendant une campagne électorale. Ils sont même nombreux, c'est aujourd'hui la norme majoritaire. Mais l'instabilité, c'est un autre élément. Depuis 2024, ce n'est pas seulement l'instabilité des électeurs, c'est aussi l'instabilité du système politique. Depuis la dissolution, et on voit une valse des gouvernements comme on n'en avait pas connu depuis la 4e République. Et puis, inflammable, cette troisième propriété, elle a plein de traductions. On voit une montée des populismes, on voit une montée du complotisme, on voit une montée de la violence, et qui, pour certains citoyens, pour une part non négligeable de citoyens, est un moyen légitime pour faire valoir leurs revendications. On voit enfin une montée de la défiance politique envers les institutions nationales et même envers la démocratie. C'est ça la démocratie à l'état gazeux. Et l'inflammable, pour m'arrêter sur ce mot-là, vous indiquez bien dans le livre qu'il peut y avoir des étincelles liées à d'autres mots. Vous en avez donné quelques-uns là. Je les reprends. Donc, il y a le complotisme, le populisme, il y a la colère, l'inégalité. Vous reprenez aussi le mot Europe, immigration. Ce sont des mots qui peuvent enflammer la situation, amener vers quelque chose d'inéluctable. Ces termes-là, ces mots-là à être utilisés dans le champ public? Non, alors inéluctable, je ne crois pas. Inflammable, sans aucun doute. Il suffit d'observer l'évolution du débat public depuis quelques années pour le mesurer. Inéluctable, je ne le crois pas. Si je le croyais, je n'aurais pas écrit ce livre-là. Donc je ne pense pas que ce soit inéluctable, mais ce sont des tendances de fond, et ce sont des tendances que ne connaît pas seulement notre pays, qu'on observe aussi dans beaucoup d'autres démocraties occidentales. Oui, on va y venir un peu plus tard. Vous faites un joli focus sur l'Italie, justement, qui est très, très riche d'enseignements. Il y a 10 ans maintenant, en 2016, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le piège de l'identité ». C'est aussi un autre terme sur lequel je voulais qu'on s'arrête, parce qu'on le met à toutes les sauces aujourd'hui. C'est quasiment la conversation nationale tourne autour de l'identité. Les différents personnels politiques s'amusent à justement jouer avec cette identité plutôt que de parler d'égalité. Est-ce que ça aussi, ça permet à une société démocratique de perdre un petit peu de vue le rapport à la démocratie en ayant des débats qui ne soient pas forcément ceux que les Français attendent? Moi, je ne considère pas que ce soit un tabou de parler d'identité. Mais je pense qu'il y a des bonnes et des mauvaises manières de parler de l'identité. Je pense qu'avoir une vision d'une identité qui est une identité figée et très souvent une identité fantasmée, pour le coup, rend plus inflammable nos démocraties. En revanche,
prendre la mesure de ce que sont la diversité des identités qui constituent chacun d'entre nous et qu'on peut très bien mesurer, que nous mesurons dans les enquêtes que nous faisons, et débattre, y compris de ce qu'est l'identité de la France. Ça, c'est des choses qui peuvent être utiles. En revanche, lorsqu'on instrumentalise la question de l'identité et que ce débat-là se fait, pour dire les choses de manière un peu schématique, au détriment de l'égalité et des questions économiques et sociales, ça a un effet sur la démocratie, c'est que c'est beaucoup plus difficile de trouver des compromis sur des questions d'identité. C'est pas facile sur les questions d'égalité, mais les questions d'égalité, c'est souvent des questions de curseur. Les questions d'identité, c'est souvent des questions binaires, c'est oui ou c'est non, et donc c'est beaucoup plus difficile de trouver des compromis, et donc ça affecte beaucoup le fonctionnement de nos démocraties. Il y a justement un commencement qui est très intéressant dans votre livre, où vous expliquez le dîner que vous avez eu avec Emmanuel Macron, où vous dites que vous vous êtes trompé, que vous ne pensiez pas qu'il allait réussir. Ça ne vous met pas forcément à l'honneur, mais moi aujourd'hui, avec le recul, j'ai l'impression qu'en lisant vos mots, vous aviez raison. Dans le sens où, quelque part, la position intenable qu'il avait envie de tenir s'avère intenable. Donc, aujourd'hui, presque 10 ans après, quel regard portez-vous encore sur ce dîner? Est-ce que vous êtes encore sévère vis-à-vis de vous? C'est pas pour vous flatter que je dis ça, c'est que vraiment, j'ai l'impression que vous n'avez pas eu tort sur le fait qu'une démocratie doit avoir des clivages, qu'il a essayé quelque chose qu'il n'a pas réussi, en tout cas aujourd'hui, à date. Alors, je vous remercie d'essayer de me sauver. En fait, c'est la scène inaugurale de cet essai, qui est un essai de réflexion, mais dans lequel il y a des moments qui sont des moments vécus. Et il y a notamment ce moment vécu qui est mon dernier dîner avec Emmanuel Macron, que j'avais vu pendant 4 ans de manière mensuelle pour des dîners de réflexion sur la situation de l'opinion, sur la situation politique. Et ce jour-là, Emmanuel Macron a lancé peu de temps auparavant son mouvement En Marche. Je comprends, sans qu'il le dise, qu'il se dirige vers une candidature à l'élection présidentielle. On est en avril ou en mai 2016. Et je lui fais part de mon opposition, de mes objections. Alors, il y a un point sur lequel je pense que je n'avais pas complètement tort, qui est le risque, ce que je lui dis à l'époque, le risque d'un rassemblement, on va dire, des réformistes de gauche et des réformistes de droite, dont on sentait que c'était un peu le sens de sa démarche, risquait d'aboutir à une situation dans laquelle soit on avait une démocratie sans alternance possible, soit une démocratie dans laquelle la seule alternative soit le Rassemblement national. Ça, c'est ce que je lui dis en 2016. Bon, on n'y est pas, mais on se rapproche de ça. L'autre point sur lequel, pour le coup, je me suis trompé en 2016, je lui explique, et je l'explique avec beaucoup de conviction et avec beaucoup d'arguments, et tout ça devant une vingtaine de personnes, la raison pour laquelle il s'est engagé dans une impasse et qu'il ne peut pas être élu. Donc là, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Il a été élu moins d'1 an plus tard, donc de ce point de vue-là, je me suis trompé. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'en étant élu, il nous a fait entrer dans ce troisième état de la démocratie, la démocratie à l'état gazeux. Pour la première fois sous la Ve République, les 2 candidats qui s'affrontent au second tour de la présidentielle en 2017, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, l'un comme l'autre se revendiquent ni de la gauche ni de la droite. Donc c'est vraiment la première fois. Et donc symboliquement, c'est l'entrée dans l'état gazeux. Et là où Emmanuel Macron n'a pas réussi, peut-être n'a-t-il même pas essayé, c'est de restructurer la démocratie autour d'un autre clivage, de lui redonner une forme. Donc c'est la caractéristique de la démocratie à l'état solide. Sous la Ve République, cette forme, c'était le clivage gauche-droite. Il aurait pu essayer de substituer à ce clivage gauche-droite en théorisant un autre clivage comme le clivage dominant, mais il ne l'a pas fait, son parti ne l'a pas fait, sans doute ne l'a-t-il pas fait pour essayer de garder de la mobilité, mais ce faisant, nous sommes plus que jamais dans cet état informe. Dans le ni-ni, quelque chose qu'il avait justement imaginé, qui n'est ni à droite ni à gauche. Aujourd'hui, il y a une forme
Une forme de pas forme, exactement. C'est exactement ça. Pour revenir à l'état solide qui a précédé l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans le livre, vous faites état de plusieurs dates importantes qui nous font basculer à l'état liquide. 1992, par exemple, avec le référendum de Maastricht qui n'a pas forcément, le traité qui n'a pas forcément abouti. Et 1990 aussi, une date importante que j'ai retenue dans le livre, à travers les différents scandales des partis politiques et des financements des partis politiques. Est-ce que c'est à cette période-là, en effet, qu'on change d'univers, qu'on change d'état à travers ces deux moments fondateurs, ou y en a-t-il d'autres à cette période-là? Alors, évidemment, c'est toujours artificiel quand on fait une longue histoire, et cet essai couvre un siècle, puisque c'est 1945-2045, c'est toujours artificiel de tout centrer sur une date qui constituerait une césure, et on passerait d'un jour à l'autre, d'un état à un autre. Évidemment, ce sont des processus, les choses sont plus complexes, mais la thèse que je défends, c'est qu'entre 1962 et 1992, on était dans une démocratie à l'état solide qui avait donc une forme, et cette forme était le clivage gauche-droite, et que ce clivage gauche-droite, et c'est ça qu'on a presque du mal à se figurer aujourd'hui, était le clivage de toutes les questions de politique publique, et même au-delà des questions de politique publique, tous nos goûts culturels, même nos achats, selon qu'on achète une Renault ou une Peugeot, eh bien on était de droite, de gauche ou de droite. Donc c'était le clivage de tout, c'était le clivage de tous. Tous les partis politiques dominants de l'époque se situaient dans le clivage gauche-droite. Tous les Français, ou en tout cas une grande majorité de Français, considéraient que c'était un clivage pertinent. Leur comportement électoral était marqué par la fidélité. Dis-moi pour qui tu votes, je te dirai pour qui tu vas voter, et tu voteras jusqu'à la fin de ta vie, ou en tout cas pour quel camp. Bon, ça c'était 1962-1992. En 1992, c'est le basculement dans l'état liquide avec ce référendum sur la monnaie unique, le traité de Maastricht. Et pourquoi c'est ce basculement? Parce que on voit pour la première fois la question européenne traverser non seulement la gauche et la droite, on l'avait déjà vu en fait sur toutes les questions européennes précédemment, il y avait à gauche et à droite des partis qui étaient pro-européens et des partis qui étaient plus eurosceptiques. Mais ce que l'on a vu pour la première fois en 1992, c'est à l'intérieur de chacune des formations, et notamment à l'intérieur de chacune des formations pro-européennes, on a vu le clivage s'immiscer, le clivage européen s'immiscer. C'était vrai un peu en 1992 au Parti socialiste, ça a été vrai beaucoup chez les centristes, pourtant considérés comme les plus pro-européens, mais à l'époque, Philippe de Villiers était membre de l'UDF, de ce parti centriste, ça aboutit à une scission, et c'était vrai encore plus du parti gaulliste, le RPR de l'époque, qui se déchire sur cette question-là. Et donc ça nous fait basculer d'un clivage à un autre, ou en tout cas d'un clivage qui était un clivage hégémonique à un clivage qui devient un clivage concurrencé. Et donc ça, c'est une des caractéristiques de la démocratie à l'état liquide. Il y a aussi un endroit, là, on est en 1981, et je le note, j'ai découvert que c'était aussi page 81 dans votre livre, donc je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, je me suis fait la remarque. Il y a une phrase qui dit un peu ce que vous dites là, c'est « Un simple chiffre permet de mesurer l'ampleur du bouleversement en 1981 et 2017. En 81, les 4 principaux candidats se situaient dans le clivage gauche-droite. En 2017, 3 des 4 principaux candidats, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, se situent en dehors de ce clivage gauche-droite. » Donc c'est ça aussi, c'est cette manière d'envisager les clivages de façon totalement différente et qui se traduisent à travers des personnalités politiques. Oui, parce que ce qui se passe, je fais la comparaison entre 1981 et 2017, ce qui se passe dans l'intervalle, c'est, et notamment dans cette phase de démocratie à l'état liquide, entre 92 et 2017, c'est qu'on voit émerger de nouvelles forces politiques, l'enracinement du Rassemblement national, la création ou la recréation d'un centre autonome avec François Bayrou, l'émergence d'une gauche radicale avec Jean-Luc Mélenchon qui, à cette période-là, théorise le fait que le clivage central n'est plus le clivage gauche-droite, mais le clivage entre le peuple et l'oligarchie,
Et donc, on a trois forces politiques qui ne se situent plus, et trois forces politiques importantes, qui ne se situent plus dans le clivage gauche-droite, et ça se matérialise avec des personnalités différentes, mais ça se matérialise au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, puisque les trois principaux candidats, trois des quatre principaux candidats sont Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Seul François Fillon se situe encore dans ce clivage gauche-droite qui est la marque de la période précédente. Qu'est-ce qu'un néo-rassuriste ? Alors, j'ai qualifié de néo-rassuriste. J'essaye, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un essai qui court de 1945 à 2045. Voilà. Donc, il y a une tentative, évidemment audacieuse par nature, de projection dans les 20 prochaines années. Et dans cette projection dans les 20 prochaines années, je travaille un scénario qui est le scénario du quatrième état de la matière, puisqu'il y a un quatrième état de la matière. Il n'y a pas seulement le solide, le liquide et le gazeux. Voilà. Ce quatrième état de la matière, c'est l'état plasma. En chimie, l'état plasma, c'est la dissociation des atomes. Ça a une illustration concrète que l'on connaît, c'est la foudre. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à ce que pourrait être ce scénario-là. Oui. Parce que je pense qu'il est aujourd'hui plausible, que serait la foudre qui s'abat sur nos démocraties. Et il y a une partie qui concerne l'Europe, mais il y a une partie qui concerne la France. Et dans cette partie qui concerne la France, j'essaye d'analyser la possibilité, la plausibilité d'une élection d'un candidat du Rassemblement national et ce que seraient ses conséquences pour la démocratie, notamment pour la démocratie libérale. Et ceux que j'appelle les néo-rassuristes, en faisant référence aux rassuristes que l'on a vus, qui sous-estimaient l'importance de l'épidémie de Covid, ceux que j'appelle les néo-rassuristes, ce sont ceux qui disent soit il n'y a pas de risque d'élection d'un candidat du Rassemblement national, parce que Jordan Bardella est trop jeune, parce qu'il n'est pas compétent, parce que les Français ne feront jamais ça. Et puis, ce n'est pas possible. Et puis, il y en a qui disent, à demi-mot, ça ne serait pas si grave parce que le Rassemblement national a changé. C'est une musique qu'on entend. C'est évidemment une musique qu'on entend. Et ce que j'ai voulu faire, c'est à la fois essayer de documenter la réalité du risque d'une élection d'un candidat du Rassemblement national, dont je dis c'est aujourd'hui plausible, et surtout de documenter ce que seraient les effets sur notre démocratie. Et je le fais non pas en faisant un procès d'intention, en partant, ce qui n'est pas rien quand même, ce qui ne serait pas rien, en partant de ce qu'est la culture, en partant de ce qu'est l'histoire du Rassemblement national, je le fais en partant de leurs propositions et de leurs propositions les plus récentes, une proposition de révision de la Constitution qui a été déposée il y a moins d'un an, et donc j'analyse à la fois la procédure qui est suivie, qui serait un coup de force constitutionnel, et le contenu de cette révision de la Constitution qui est d'une ampleur inégalée et qui viendrait remettre en cause des pans entiers de notre histoire républicaine, mais parfois même de l'histoire plus longue de la monarchie. Je pense à la remise en cause du droit du sol. Je pense à la remise en cause même du double droit du sol. Le double droit du sol, c'est le fait qu'un enfant qui est né en France, d'un parent français, est français à la naissance. Le Rassemblement national propose que par référendum, on revienne sur cette disposition. C'est l'introduction dans notre Constitution de la préférence nationale, c'est-à-dire le fait que dans l'accès aux droits économiques et sociaux, les Français et les étrangers en situation régulière n'auraient pas les mêmes droits, il y aurait une forme de discrimination d'État. C'est la surveillance des binationaux. Voilà, c'est ce mot-là. Il y en a des millions. Je le suis. Donc, il y en a des millions de binationaux. Eh bien, ils pourraient se voir interdire l'accès à certains emplois dans la fonction publique. Donc, c'est essayer de prendre la mesure de ce que serait, en très peu de temps, parce que tout ça, ça peut prendre 3 mois, de ce que serait l'ampleur de la rupture avec la démocratie libérale que nous connaissons. C'est pour ça que je voulais vous entendre là-dessus et reprendre ce mot-là, parce que je vous ai entendu à plein d'endroits
parler très intelligemment de ce livre, qui est très intelligent. Et ce mot-là, néo-rassuriste, je voulais que vous le développiez comme vous l'avez fait là, parce que c'est important de voir que finalement tout peut basculer très vite, et vous parlez d'une rupture brutale. Ça pourra être brutal. Et étant binational, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce qu'en juin 24 déjà, pendant cette fameuse semaine où on a entendu absolument tout ce qu'on pouvait dans une facilité rhétorique incroyable, on a déjà entendu à propos de Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, que sa binationalité pouvait poser problème. Et ces néo-rassuristes indiquent, c'est pas grave finalement, essayons-les, ils pourront pas faire grand-chose, l'Europe est là. Et vous indiquez bien dans ce livre, de façon très pédagogique, que ça n'est pas une lubie. C'est ça qui est intéressant. Non, c'est pas une lubie. Alors, ce qui s'est passé pendant cet entre-deux tours des législatives de 2024 est intéressant, parce que ça a duré peu de temps. C'est une semaine de campagne, mais a été exposé et a été débattu, peut-être pour la première fois depuis longtemps, les propositions du Rassemblement national. Et il a été mis en difficulté. Donc, je vous le disais tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit inéluctable. Et c'est aussi un des objets de cet essai, c'est d'alerter pour mobiliser, d'alerter pour que les propositions soient discutées, y compris pour interpeller les dirigeants du Rassemblement national eux-mêmes. Et on a vu que lorsqu'ils ont été obligés de le faire, ils ont été en difficulté, et que ce second tour a été un second tour dans lequel, je ne dis pas qu'un front républicain, on a beaucoup dit c'est un front républicain qui s'est constitué. Moi, la thèse que je défends, c'est que c'était un front anti-Rassemblement national, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais ça a fonctionné à la fois au sommet, parce que les partis se sont désistés, se sont retirés en faveur de celui qui était le mieux placé, et ça a bien marché à la base, parce que les électeurs, dans l'ensemble, ont suivi. Mais ça ne garantit pas que ce soit encore le cas en 2027, comme peuvent le penser les néo-rassuristes. Exactement, surtout qu'une législative, il y a une triangulaire qui n'existe pas forcément sur une présidentielle. Qui n'existe pas du tout, puisque c'est la singularité de notre Constitution, qui nous paraît la chose la plus naturelle du monde. Une élection présidentielle au suffrage universel direct, qui a 2 tours, et au deuxième tour, il n'y a que 2 candidats. C'est un peu grâce à cette modalité-là, en 1962, que s'est installé le clivage gauche-droite comme un clivage structurant de notre vie politique. Ça n'existait pas ailleurs. Mais vous le dites très bien, on s'y est habitué, mais ça a été un choc à ce moment-là. Évidemment, ça a été un choc, mais ça a un autre effet. On vit aujourd'hui, c'est la dimension à la fois instable et inflammable, même informe, une crise politique, sans doute sans précédent sous la Ve République. Et de la même manière qu'il y a des néo-rassuristes, je vois ceux qui s'illusionnent en pensant que mécaniquement, la prochaine élection présidentielle, tout simplement parce qu'il n'y aurait plus Emmanuel Macron, nous permettrait de revenir à une situation de stabilité et d'équilibre. Or, cette élection présidentielle où il n'y a que 2 candidats au deuxième tour, elle avait une force considérable parce qu'elle donnait une légitimité très forte, sans égale dans les autres démocraties, au président qui était élu. Il avait sur son nom plus de 50% des voix. Ça marche très bien quand on est dans une démocratie à l'état solide, où il y a 2 camps. Quand il y a 3, 4 camps, qu'on a une vie politique qui est beaucoup plus éclatée, eh bien le président qui est élu, il a une légitimité, il a toujours 50%. Bien sûr. Emmanuel Macron a eu même 58%. Mais sa légitimité réelle est beaucoup plus faible que ça, parce qu'il a son socle de premier tour, 28% en 2022 pour Emmanuel Macron, mais les 58% du deuxième tour sont d'abord un vote négatif, d'abord un vote de rejet, et donc il se retrouve avec une légitimité qui est faible et un mandat, c'est-à-dire savoir sur quoi il a été élu, sur quelle proposition il a été élu, un mandat qui est beaucoup plus faible. J'ai un espoir, c'est que la prochaine élection présidentielle soit une bonne élection. Pourquoi ? Parce que vous avez en gros 2 catégories d'élections, celle dans laquelle le président sortant se représente et celle dans laquelle il ne se représente pas.
Et dans le premier cas, quand le président de la République se représente, on a généralement des campagnes qui sont courtes et souvent des campagnes dans lesquelles il y a peu de débats. Les autres sont souvent des campagnes longues et des campagnes avec débat. Donc, il faut s'en saisir. C'est aussi ça, un des objets de cet essai. De débattre. Pour faire un tour à l'extérieur, vous avez fait un focus sur l'Italie. Vous parliez tout à l'heure des autres pays d'Europe qui sont aussi concernés par ces mouvements et ce rapport au gazeux aussi. L'Italie, vous dites, ne se laisse pas enfermer forcément. Mais rapidement, parce qu'on entend beaucoup parler de l'Italie et de sa politique qui pourrait être plébiscitée aussi par d'autres et se dire que ça marche là-bas, pourquoi pas ici. Quelle est la particularité de l'Italie par rapport à ce que vous dites dans le livre? Oui, en fait, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ces différents états de la matière et ces différents états de la démocratie que je développais pour la France, est-ce que cette grille de lecture, parce que c'est un peu une grille de lecture que je proposais, oui, bien sûr. Est-ce qu'elle est pertinente dans les autres pays européens? Oui. Alors, je n'ai pas fait le tour des 27 ou des 26 autres pays de l'Union européenne, mais j'ai fait le tour de nos grands voisins, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Et ma conclusion est que c'est une grille de lecture qui fonctionne assez bien, même très bien, oui, c'est pour ça que je voulais vous dans les autres pays, et qu'ils ont un point commun avec nous, c'est qu'ils étaient à l'état solide et que plus aucun d'entre eux n'est encore à l'état solide. Alors, ils n'ont pas tous basculé dans le gazeux. Beaucoup ont été à la limite. Le Royaume-Uni a été vraiment sur une ligne de crête. L'Espagne a été sur une ligne de crête. Tout ça, il y a quelques années. Quand je regarde la situation politique dans ces deux pays, je dis qu'ils peuvent à nouveau y basculer. Donc, voilà, la comparaison quand même marche assez bien. L'Italie a souvent une vie politique qui est plus compliquée que la nôtre. Elle a eu des traits qui ressemblaient à la démocratie, à l'État solide, mais avec une instabilité, évidemment, ce qui peut paraître paradoxal, une instabilité qui était très forte. On a eu un moment où les grands partis au moment de l'opération Manipulite, l'opération Main propre, où les grands partis qui avaient structuré toute la vie politique se sont affaissés du jour au lendemain, donc ont été remplacés par d'autres partis, et puis on est revenu à des gouvernements techniques. Donc c'est un pays qui est plus compliqué que le nôtre, dont je trouve qu'il ne rentre pas. C'est peut-être un contre-exemple, c'est toujours utile d'avoir un contre-exemple quand on développe une théorie. C'est un peu une contre-exemple au modèle explicatif que je donne, mais c'est un modèle qui est intéressant. Oui, à regarder de près. Le rapport à la consommation, et après il y aura deux petites dernières questions. Le rapport à la consommation, vous reprenez Zygmunt Bauman, qui indique une culture qui nous amène vers la consommation, c'est une culture du désengagement, de l'oubli et de la discontinuité. Bon, il y a eu l'épisode Shane il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que tous, on va allègrement vers la consommation en oubliant peut-être d'être des électeurs ou des citoyens et d'être d'abord des consommateurs. C'était intéressant d'entendre aussi ce regard de Bauman sur ce qu'est la société de consommation. Alors d'abord, j'avais cité Zygmunt Bauman parce qu'il avait écrit un essai qui s'appelait « La société liquide ». Et donc, évidemment, ça faisait écho, un clin d'œil à ce que j'écrivais moi-même, alors qu'il est moins sur la société et plus sur la démocratie. Une des caractéristiques aussi qui explique cette mutation de la démocratie, c'est qu'on a assisté dans les 20-30 dernières années à un déclin de la place des grandes idéologies, des grandes religions, et d'une certaine manière, la consommation a été une idéologie de substitution. Et on voit la place qu'elle prend, on voit à quel point elle est, on parlait tout à l'heure des questions d'identité, à quel point elle peut être un élément identitaire pour un certain nombre d'individus, et on voit qu'il peut y avoir confrontation entre différentes parties de soi-même, entre l'individu, le citoyen et les convictions qu'on a, et puis parfois le consommateur avec ses désirs et ses besoins. Oui, c'est ça.
C'est une réflexion très intéressante et à la fin, vous faites une proposition, des propositions. Vous nous indiquez qu'on doit peut-être cesser d'être naïf, qu'on doit continuer le combat et qu'on doit continuer à penser surtout. Ces différentes propositions, à la fin, elles ont été faciles pour vous de les indiquer ou est-ce que ça a été quand même un instant où vous vous êtes dit comment est-ce qu'on peut arriver à ne pas être dans l'inéluctable? Que faut-il trouver pour ça? Non, ça n'a pas été facile. Ouais, c'est pour ça. Ça n'a pas été facile. Je me suis même posé la question, pour tout vous dire, de est-ce qu'il devait y avoir une conclusion qui soit une conclusion avec des propositions, avec une petite ouverture vers un ciel potentiellement plus bleu. Et je me suis posé cette question parce que j'avais peur que, au regard de l'analyse et des événements très profonds, des mutations très profondes que je décrivais, que les propositions que je pouvais mettre en face ne fassent pas le poids. Et je me suis dit, j'ai écrit cette conclusion cet été, et je m'étais fait je m'ai noué un contrat avec moi-même qui était, j'essaye de faire une conclusion positive, et je fais le bilan à la fin de l'été, je dis est-ce que ça tient la route, est-ce que ça ne tient pas la route. Alors, je ne prétends aucunement avoir la solution. Et non, d'ailleurs, ce n'est pas du tout un programme clé en main. Mais au moins, je lance des pistes. Oui. Et puis, peut-être par tempérament, j'avais quand même envie que ça se termine sur l'idée qu'il était possible d'éviter l'état plasma, qu'il était même peut-être possible de revenir à un état, disons, au moins plus liquide, ou à construire quelque chose de solide dans le gazeux. Bref, qu'il était possible de ne pas se résigner, parce que moi, je ne me résigne pas. Ben voilà. C'est pour ça que ce livre est important, qu'il faut le lire, qu'il est d'actualité, que vous ne donnez aucune leçon, que c'est une alerte, que ça ne nous effraie pas, mais ça nous permet vraiment de conscientiser qui nous sommes en tant que citoyens, électeurs, consommateurs même. Et vous êtes ici, on est ici ensemble à la Fondation Jean Jaurès pour terminer cet entretien. Vous avez les pieds dans la réflexion, dans l'analyse de la société. La vocation de l'Institut de la Fondation Jean Jaurès aujourd'hui est plus que vitale. Alors, évidemment. Évidemment, non, mais bien sûr que vous allez me dire, mais bien sûr. Que je prêche pour ma paroisse. Oui, bien sûr, mais de façon très objective. Si on est dans une démocratie à l'état gazeux et qu'elle a pour propriété d'être inflammable, je pense qu'il faut collectivement réfléchir à qui sont les inflammateurs et qui sont, à l'inverse, les lieux, les personnes qui essayent de créer un peu un débat plus apaisé, plus modéré, plus documenté. Voilà. De ce point de vue-là, il n'y a pas que la Fondation Jean Jaurès, il y en a beaucoup d'autres, mais il y a la Fondation Jean Jaurès, et de ce point de vue-là, c'est je crois un lieu qui est très, très précieux pour le débat public. Vous le dites bien. Merci beaucoup pour ce livre, merci pour ce que vous faites à la Fondation Jean Jaurès et à trouver dans toutes les bonnes librairies, pour dire la phrase habituelle. J'étais ravie de vous recevoir, Gilles, et je vous dis à très bientôt. Merci.